à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés dans cette édition? Eh bien, les voici dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la Fondation Prince Albert II qui organisait à Madrid son conseil d'administration. En principauté, le début de l'enquête sur la microalgue Ostreopsis ovata. Test in the City by Night a été proposé par Fighteds Monaco il y a quelques jours. Fabien Bonilla nous livrera tous les secrets de ce nouveau cahier d'activités consacré à la préhistoire monégasque. La journée internationale du yoga avait lieu le 21 juin. Puis nous partirons du côté de la Biélorussie pour suivre ce qui se passe du côté des Jeux européens et notamment cette reconnaissance du contre-la-montre. Comme chaque mardi, un Focus Info, il est consacré ce soir à la deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Je vous le disais en titre, suite à présent de notre série de reportages consacrés à la Fondation Prince Albert II à Madrid en Espagne. Lundi, dans la soirée, vous avez pu découvrir dans notre journal le sujet consacré à la remise des prix 2019. Eh bien aujourd'hui, Vanessa Dessy et Sylvain Péroumal vous proposent d'en savoir plus sur le 26e conseil d'administration de la Fondation. Voyez leur reportage. Depuis 2016, la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II mène d'importantes actions. FPA2 s'est intéressé dès le début à l'Espagne pour sa biodiversité exceptionnelle, sa diversité de climat et le prestige de ses scientifiques, experts et institutions publiques et privées. Aujourd'hui, la 26e réunion du conseil d'administration s'est déroulée à Madrid. C'est grâce aux efforts de Mme Caroline Portabella et de la branche espagnole que nous sommes ici à Madrid aujourd'hui. Non seulement parce que c'est une branche très active, mais aussi parce que je pense que c'était le bon moment pour mettre l'Espagne à l'honneur et non seulement par leurs actions en faveur de l'environnement qui sont multiples, mais aussi pour porter les paroles de la Fondation et les intentions que nous avons pour augmenter ce réseau à travers le monde. La principale mission de la branche espagnole est d'identifier des projets intéressants pour la Fondation, proposés par des experts ou scientifiques espagnols. La venue du souverain à Madrid est donc un événement. Vraiment, ça représente quelque chose de très important parce que ça aide évidemment à mettre en valeur l'importance de prendre soin et conscience pour l'environnement, pour les problèmes de l'environnement. Et vraiment pour nous, pour la branche espagnole, ça nous aide beaucoup à avoir une visibilité et à réunir des personnalités, non seulement de la société et de l'entreprise espagnole, mais aussi du gouvernement. C'est l'une des 2 réunions annuelles. Le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II est organisé une année sur 2 dans un pays représenté par une branche. L'objectif étant d'approuver les comptes de l'année précédente ainsi qu'un budget rectificatif, mais surtout d'étudier une quinzaine de projets validés déjà par le comité scientifique et technique. Ça va nous acheminer avec cette quinzaine de nouveaux projets. On va approcher, je pense, et on aura sans doute franchi d'ici la fin de l'année, les 500 projets initiés ou soutenus par la Fondation depuis ses origines, il y a presque jour pour jour, près de 13 ans. Cette fois-ci, et c'est un peu quelque chose qui nous satisfait, on a toujours énormément de problèmes à trouver des projets de qualité qui portent sur le problème de la gestion des eaux. Et là, cette fois-ci, alors que c'est souvent une portion congrue, les projets eau, on a là un total de 3 ou 4 projets, ce qui est assez inusuel, et notamment de bons projets avec des considérations de développement durable et préoccupations environnementales dans des pays en développement en Afrique. L'événement aura permis d'effectuer une visite privée du célèbre musée del Prado à Madrid, un lieu mondialement connu pour la qualité mais aussi pour la variété des œuvres qu'il présente. Dans ces salles sont exposées des peintures françaises, italiennes, flamandes et allemandes. Le souverain a pu terminer sa visite par la découverte de l'atelier de restauration. Et toujours à propos de la Fondation Prince Albert II,
Ce conseil d'administration aura également officialisé l'ouverture de son 10e bureau de représentation à Pékin en Chine, sous la responsabilité de Robert Xi. Cette nouvelle branche étrangère permettra de renforcer les actions menées en Chine en développant de nouveaux projets en collaboration avec les autorités environnementales et les ONG chinoises et rarement réunies en même temps. Lors de ce déplacement à Madrid en fin de semaine dernière, tous les présidents des branches étrangères se sont retrouvés à l'occasion d'une réunion. Retour en principauté et tout particulièrement plutôt du côté de la mer Méditerranée avec cette nouvelle étude qui est menée à propos d'une algue. Précisément, il s'agit de l'Ostreopsis ovata. Voyez de quoi il s'agit dans ce reportage. Favorisée par le réchauffement de la Méditerranée et une mer calme, on observe ces derniers temps la prolifération de l'Ostreopsis ovata, une microalgue invisible à l'œil nu qui entraîne des effets néfastes sur l'environnement et l'homme. Afin d'éviter tout problème, la principauté reste vigilante. C'est la mise en place de mesures de surveillance, c'est-à-dire que l'on fait régulièrement des analyses de l'eau et si la quantité d'algues microscopiques passe au-dessus de certains seuils, qui sont de 30 000 et 200 000, à ce moment-là, on se met en situation de préalerte ou en situation d'alerte. Pour mieux comprendre et gérer son développement, l'accord Ramoche, qui regroupe plusieurs entités monégasques, françaises et italiennes, s'associe au projet de recherche européen CoClime sur les microalgues toxiques marines. Nous avons à cœur de faire dialoguer les scientifiques italiens, monégasques et français sur ces problématiques par rapport au suivi des concentrations de cette algue, mais aussi par rapport aux gestions de crise liées au phénomène d'efflorescence. Ces phénomènes, ce sont des phénomènes de concentration massive de cette algue. Pour cela, un questionnaire en partenariat avec l'Université de Nantes est distribué dans différents lieux monégasques, comme les plages du Larvoto et des pêcheurs. Il doit permettre d'alimenter la base de données nécessaire à la recherche sur ce nouvel enjeu. Il y a une partie sur les attitudes de manière générale à l'environnement et face au changement climatique. Dans la deuxième partie, ce sont des questions liées aux habitudes de la fréquentation des plages et également répondre à leur comportement dans différents scénarios en lien avec le changement climatique et notamment l'évolution de l'Ostreopsis. Une évolution qui reste infime en principauté. Vous pouvez profiter tranquillement des plages monégasques puisque la quantité d'algues est très en dessous des seuils d'alerte. Nous suivons très régulièrement toutes les actions menées par Fighteds Monaco et notamment parmi elles l'opération Test in the City qui se déroule habituellement en journée. Eh bien, il y a quelque temps, l'opération a eu lieu dans la nuit. Comme va vous l'expliquer Patricia Navarro, les images sont signées Lionel Bernardi. C'est entouré d'une armée de jeunes anges gardiens que l'association Fighteds Monaco a investi le port Hercule. L'association, présidée par la princesse Stéphanie, renouvelle une expérience qui a fait ses preuves par le passé, Test in the City. Il s'agit de permettre au plus grand nombre d'effectuer un test de dépistage du VIH/SIDA rapidement et de façon anonyme. Et comme le maître mot est la sensibilisation, l'objectif était de toucher un public un peu différent de celui de la journée. C'est en soirée et à proximité des établissements de nuit que les tentes des bénévoles de l'association ont été dressées. Et qui mieux que des jeunes pour parler aux jeunes ? Donc les anges gardiens, c'est le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du lycée technique hôtelier de Monaco, et qui se sont engagés pour la plupart depuis la classe de seconde. Et donc chaque année, évidemment, le groupe se renouvelle. Et là, on en a pas mal cette année, donc qui sont en terminale et qui, malheureusement, enfin heureusement pour eux, malheureusement pour nous, quitteront le lycée l'année prochaine. Et donc du coup, ce groupe. Est-ce que vous trouvez un écho favorable chez les jeunes lorsque vous leur demandez de se mobiliser pour cette cause-là ? Oui, alors ils sont très sensibles à cette cause-là parce que ça parle d'amour et ça les concerne tous à cet âge-là. Et malgré toute la prévention qu'ils ont peut-être eue déjà au collège ou même chez nous au lycée, c'est des choses qu'il faut toujours répéter. Et eux, ce qu'ils aiment après, c'est effectivement en parler autour d'eux pour faire passer le message parce qu'on ne peut pas mourir d'amour. Je pense en tant que jeune, c'est beaucoup plus simple d'aborder des personnes de tout âge. Et ils seront beaucoup plus touchés par notre présence. Je trouve ça très important parce que pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas venir et je pense que c'est primordial pour notre santé. Lors de cette soirée Test in the City, ce sont pas moins de 80 tests rapides qui ont été effectués. Aux côtés de l'association Fighteds Monaco, l'association Be Safe Monaco, créée par la fille de la princesse Stéphanie, Camille, était également présente. Elle a pour but de lutter contre l'alcool au volant et met notamment à disposition un service de navette pour les personnes qui ne sont pas en mesure de reprendre le volant après une soirée trop arrosée.
Une série d'ouvrages consacrés à l'histoire de Monaco est en train de voir le jour. Un premier cahier d'activités consacré, lui, à la préhistoire vient d'être dévoilé au souverain. Le reportage de Fabien Bonnia. C'est tout naturellement au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco qu'a été présenté au souverain un nouveau recueil, un cahier d'activités destiné aux élèves de CE2. Son nom, Monaco mon histoire, il est dédié à la préhistoire et l'Antiquité. Cet ouvrage, préfacé par le prince Albert II, a été impulsé par l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. On y trouve à l'intérieur toutes les questions que peut se poser un enfant sur la préhistoire et l'Antiquité à Monaco. Y avait-il des hommes préhistoriques? Où ça? Comment vivaient-ils? Ce cahier d'activités sera disponible dès la rentrée prochaine. C'est un outil clé en main. Ça veut dire que l'enseignant peut tout à fait démarrer dès la première semaine de rentrée sur le premier chapitre, qui bien sûr est la préhistoire, et donc pouvoir utiliser ça avec ses élèves. Il aura un guide du maître également, et puis bien sûr il aura toutes les corrections. Donc ce cahier, nous l'avons voulu avec une certaine modernité puisque nous avons rajouté beaucoup d'interactivité avec des QR codes. Donc les élèves peuvent utiliser le cahier allié à la tablette numérique. On a pris beaucoup de plaisir à rédiger, à travailler ce manuel et je suis très impatient d'attendre la rentrée et de voir la réaction des enfants dans les classes et de voir comment ils vont interagir avec cet ouvrage. Ce premier tome sera distribué en principauté à tous les élèves de CE2 en attendant les 2 autres tomes. Le tome 2 pour les élèves de CM1 consacré au Moyen-Âge, toujours à Monaco, comme pour le tome 3 avec l'époque contemporaine pour les enfants du CM2. Il se pourrait même que d'autres cahiers d'activités puissent être édités à l'avenir, destinés cette fois à l'enseignement secondaire. Vous allez découvrir à présent de quelle manière la principauté de Monaco s'est associée à la journée internationale du yoga qui avait lieu il y a quelques jours, le 21 juin. Musique douce, méditation et position du lotus. Les terrasses du casino ont pris des nuances indiennes lors de cette journée mondiale du yoga. Pour l'occasion, près d'une centaine d'adeptes ou simples curieux ont suivi pendant 2 heures un cours. Ces dernières années, cette ancienne philosophie indienne se démocratise. On compte désormais 300 millions de pratiquants à travers le monde. C'est même devenu à la mode, si on puisse le dire. Il y a toutes sortes de yoga, du traditionnel jusqu'au acro-yoga et d'autres pratiques spécialisées, même le yoga pour les chiens. Découvert il y a plus de 5000 ans, le yoga signifiait relier le corps, l'esprit et le cœur. Mélange de souplesse, de force et d'équilibre, il permet également de travailler sa respiration ainsi que sa concentration. Pourquoi vous pratiquez le yoga? Parce que ma vie elle est un peu stressante, donc pour relâcher un peu. Peut-être avec tout ce qui se passe dans le monde où il y a des choses pas terribles, donc on veut essayer d'avoir quelque chose de positif, donc le yoga ça apporte ça. Parce que j'aime ça, je peux pas vous dire plus, j'en fais depuis quelques années et je sais pas, ça me fait du bien. Mentalement et physiquement. Ça décontracte, sincèrement. Le stress de la journée et c'est très reposant. Ça me plaît beaucoup. Traverser la souffrance, trouver l'unité et la joie dans le corps et l'âme, des valeurs datant de plusieurs siècles mais qui semblent plus que jamais à l'ordre du jour. Et l'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Pour débuter cette séquence toute image, les traditionnelles célébrations de la Saint-Jean. Elles ont tout d'abord débuté dimanche soir, place du Palais, par un grand feu et des danses folkloriques, proposées non seulement par la troupe de la Palladienne, mais aussi par des groupes venus des régions participant aux 2e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Lundi soir, ces festivités se sont poursuivies le long du boulevard des Moulins. La décision a été prise pour prendre en compte l'intensité de la vague de canicule annoncée en fin de semaine. Les épreuves du diplôme national du brevet qui devaient se tenir initialement les jeudis et vendredis 27 et 28 juin auront lieu finalement les lundis et mardis 1er et 2 juillet. L'ordre des épreuves reste inchangé.
Vous l'avez suivi dans votre magazine Actu Sport en tout début de semaine. Une équipe de Monaco Info, Émilie Rousseau et Serge Prémont, sont à Minsk en Biélorussie pour vous faire vivre les Jeux européens du côté bien évidemment de la délégation monégasque. Et ces Jeux se passent très bien du côté du tennis de table puisque la joueuse monégasque Chaonchin Yang s'est qualifiée pour les quarts de finale face à une joueuse biélorusse. Je vous propose de l'écouter. Elle est interviewée justement par Émilie Rousseau. Xiao, nouveau match, nouvelle journée, nouvelle victoire pour toi. L'aventure continue vers les quarts de finale maintenant. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait un très bon match. Et en face, c'est 2 fois championne d'Europe, donc je suis contente de la battre. C'est vraiment, même j'ai gagné 4-0, mais tous les sets sont serrés, donc je suis contente de mon match aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, il y a eu des échanges parfois qui ont duré la minute. Quelle a été sa qualité de balle, on va dire, parce qu'elle a quand même un jeu spécifique, cette Biélorusse. Oui, sa balle, elle est très coupée, c'est ce que plus coupé que j'avais préparé. Donc c'est pour ça le premier set. Au début, j'ai eu quelques mal de spin, mais après je me suis préparée. Sinon, sa balle, il y a beaucoup de qualités. Il n'y a pas qu'une qui est juste posée sur la table. Donc il faut bien poser les jambes, bien jouer tous les balles là. Donc voilà. L'aventure continue également pour le monégasque Hugo Mikalev qui a battu le belge Nabil Messaoudi 3-2 dans un combat où chaque coup avait son importance. Écoutons d'ailleurs Hugo Mikalev, le boxeur monégasque, à ce sujet. Bon, Hugo qualifié pour les quarts de finale de cette compétition ici à Minsk. Un petit mot sur ce combat, ça a été hyper serré face aux Belges. Ouais, ça a été un dur combat, plus dur que l'avant-veille. Mon adversaire a été valeureux, courageux. Je l'ai trouvé meilleur que ce que j'aurais pu penser. Mais voilà, sur le premier round au pointage, et même moi je l'ai senti que j'ai gagné le premier round. Le deuxième round, je l'ai perdu, sans doute, et même au pointage ça se voit. Troisième round, je remonte, je regagne donc 2 rounds à 1, je gagne le combat. Et donc à partir de là, je suis super content d'arriver en quart de finale. Justement, est-ce que tu te rends compte que cette qualification fait de toi un des top 8 européens ? C'est ça, oui, dans le top 8 européen. Donc je me rends compte de l'ampleur de la situation, même pour Monaco, pour le sport. À Monaco, c'est génial. Je suis très content de tenir cette position. Et là, mon but maintenant, c'est de gravir encore les échelons. J'espère pouvoir le faire. Je suis un petit peu en mauvais point, mais notamment à cause de mon épaule. Mais on verra ce qui va se passer. On va faire des soins. Et si le docteur me le permet et si mon corps me le permet, je combattrai et je gagnerai, je suis sûr. Voilà, parce qu'il faut l'expliquer, tu as pris pas mal de coups, tu es touché à l'œil, tu t'es déboîté l'épaule pendant le combat, tu t'es ensuite remise tout seul. Et il y aura une décision médicale à prendre avant ton combat face à Pat McCormack. C'est ça. Oui, en fait, alors oui, j'ai pris des coups, bon, c'est un combat de boxe, donc j'ai pris des coups, j'en ai pas pris excessivement. Le problème, c'est les coups de tête. Ça a été les coups de tête qui m'ont pénalisé au premier combat, on va dire physiquement, j'ai des entailles. Et là, au deuxième combat, du coup, ça a regonflé. J'ai pris encore un coup. On s'est tous les deux mis un coup de tête involontaire. On a tous les deux été ouverts. Voilà, donc en fait, c'est pas tant les coups que j'ai reçus pendant le combat, c'est vraiment des coups involontaires qui me pénalisent peut-être pour la suite, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Et en tout cas, on est focalisé sur Pat McCormack pour l'instant. Ouais. Place à présent à l'épreuve du contre-la-montre pour Victor Langelotti. Le porte-drapeau monégasque a été suivi de très près par Émilie Rousseau et Serge Prémont lors de la reconnaissance de ce parcours. Voyez leur reportage. Effacer la déception de l'abandon lors de l'épreuve de course en ligne, Victor Langelotti est de nouveau en selle sur les routes biélorusses. Le cycliste monégasque et son équipe ont pu préparer dans les meilleures conditions le contre-la-montre. En effet, la circulation était interdite lors de la reconnaissance du parcours, un avantage qui a permis à Victor Langelotti de se projeter facilement sur l'épreuve qui l'attend, 2 boucles d'environ 14 km en plein centre-ville de Minsk. Le parcours est assez facile, entre guillemets, techniquement, parce qu'il n'y a pas de virage trop difficiles à manœuvrer. Et après, il y a de quoi faire. Et je pense que
C'est des coureurs très puissants qui vont être dans les premières positions d'eux-mêmes parce que c'est un parcours qui est très rapide, des routes, des grandes lignes droites, de grosses routes. Donc je pense que c'est un chrono pour spécialistes. Même si le monégasque ressent encore une douleur au scaphoïde, les premières sensations sont bonnes. Pas de pavé qui pourrait faire des répercussions dans le poignet. Malgré le manque de préparation dû à sa blessure, Victor peut faire un bon chrono dans une épreuve qu'il affectionne particulièrement. C'est un effort qu'il faut gérer sur la longueur. Et non, après, c'est travail technique sur le vélo de chrono. La position est différente et elle est très très importante pour la performance parce que il faut vraiment être le plus aérodynamique possible pour gagner grappiller la moindre seconde sur le parcours. C'est un format que tu apprécies ? Ouais, j'aime bien ça. Effort solitaire, on se donne à bloc pendant la durée en kilomètres du parcours. Mais ouais, j'aime bien cet effort-là. Prendre du plaisir et tout donner, c'est l'objectif du monégasque pour ce contre-la-montre. L'épreuve devrait se rouler aux alentours des 50 km/h pour les meilleurs. Un rythme soutenu sur un tracé qui s'y prête et sans trop de difficultés si le vent de ces derniers jours ne vient pas perturber la compétition. Comme chaque mardi, place à présent à votre Focus Info. Il est consacré ce soir aux deuxièmes rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco qui avaient lieu ce week-end sur la place du Palais et qui ont permis à la population d'en savoir plus sur les anciens fiefs. Focus Info signé Fabien Bonilla, Olivier Bonello et Eric Elkoubi. Une machine à remonter le temps s'est installée sur la place du Palais le temps d'un week-end lors des deuxièmes rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Une fête populaire qui a réuni en nombre habitants et touristes. 4 anciens fiefs de la principauté étaient à l'honneur, le pays de Matignon, situé en Bretagne, le duché de Valentinois, dont la principale ville est Montélimar, la commune de Dolceacqua en Italie, plus précisément en Ligurie, et enfin la ville de Roquebrune-Cap-Martin que l'on connaît bien. Ces 4 fiefs étaient représentés par plus de 800 personnes. Les rencontres des sites historiques étaient organisées par Monaco Interexpo. L'objectif premier déjà, c'est peut-être de réexpliquer aux Monégasques pourquoi les Grimaldi avaient des fiefs. On n'a jamais su pourquoi le prince héréditaire était parti des Baux, pourquoi il est sire de Matignon. Et déjà, aux Monégasques ou aux résidents, ça permet d'expliquer un petit peu les raisons, l'histoire et qu'est-ce qui nous lie à ces territoires. Nous avons tout près du palais les 3 communes qui composent le pays de Matignon, avec Plévenon, Saint-Casque-le-Guildo et la ville de Matignon. Dans la partie centrale, c'est le duché de Valentinois, avec Romans-sur-Isère, Chabeuil, Cré, puis les baronnies et Montélimar. Et puis nous avons à l'entrée du village, le petit village de Dolciac d'un côté, et Roquebrune-Cap-Martin de l'autre, qui n'est pas un ancien fief, mais qui est un ancien territoire des Grimaldi de Monaco. Voilà. Les maires de l'ensemble des communes de ces 4 fiefs étaient réunis samedi matin autour du prince Albert II qui a officiellement déclaré ouverte cette deuxième rencontre. A noter qu'à cette occasion, le souverain a été intronisé dans la confrérie du Nougat de Montélimar. Je vous consacre chevalier dans l'ordre de la confrérie du Nougat par le miel, l'amande et la pistache. Que la douceur soit toujours avec vous. Bienvenue. Le pays de Matignon, le duché de Valentinois, la commune de Dolciacqua et la ville de Roquebrune-Cap-Martin, ces 4 anciens fiefs étaient pendant 2 jours matérialisés sur la place du Palais par le biais de stands. Ils ont fait respectivement découvrir leur culture, leur histoire, leur folklore et leur gastronomie. Le prince Albert nous avait rendu visite à Montélimar et cette invitation nous a honorés, bien naturellement. Et puis c'est l'occasion de présenter ce que Montélimar fait d'original. Alors le plus connu c'est le nougat bien sûr, notre fameux nougat de Montélimar, le meilleur du monde. Et puis il y a aussi des Montiliens qui sont venus avec d'autres produits, d'autres innovations, parce que c'est important. Il y a par exemple de la bougie de Montélimar avec des senteurs au nougat entre autres. Il y a de la bière aussi, on a un brasseur qui est là à nos côtés, un agriculteur qui fait aussi des confitures au butternut. On a un meilleur ouvrier de France qui est pâtissier, qui va présenter tout ce qu'il fait avec ses chocolats, etc. Pour nous, c'est l'occasion de présenter ce savoir-faire. Et puis Montélimar, ça tourne autour du tourisme aussi. Donc on aime venir ici, mais on aime accueillir aussi. Donc on fait passer le message, venez à Montélimar, on aura grand plaisir à vous accueillir, à vous recevoir. On appartient à l'association des sites historiques des Grimaldi. Donc on a été appelé aujourd'hui à être présent ici sur 2 jours et demi.
on y est avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire découvrir des produits traditionnels comme la michette, qui est un gâteau médiéval typique que l'on fait uniquement à Dolceacqua, le vin rouge que l'on fait chez nous et l'huile de nos olives. Il y a également un artisan qui sculpte du bois. On n'a pas amené tous nos produits parce que l'on voulait montrer ce qui était vraiment typique. Lors de ces deuxièmes rencontres des sites historiques, le prince Albert II a visité chacun des nombreux stands avec attention. Ah voilà, de la part du pays de Macron. C'est très gentil. Je vais les présenter. Voilà. Vous êtes sûr que c'est ma taille? Je crois. Je propose de montrer ce qu'était la vie des sabotiers avant, à travers le travail qu'ils faisaient entièrement à la main. Parce qu'il faut savoir que les sabots qu'ils faisaient autrefois, c'était fait uniquement à la main. Le métier de sabotier a pratiquement disparu, puisqu'en Bretagne, à l'heure actuelle, il n'y a plus que deux. Il n'y a plus que 2 sabotiers. Donc il faut essayer de conserver ce patrimoine. Chacun a pu y trouver son compte au travers de toutes ces animations, du plus petit au plus grand, que ce soit avec des ateliers poterie, des animations pour enfants, la fabrication de sabots, des sculptures en bois ou pour les gourmets, des crêpes et des huîtres de Bretagne, des barbagians bien sûr, la bière de Montélimar ou encore, au hasard, les amandarines de Roquebrune-Cap-Martin. Alors la petite explication, c'est une friandise qui a été créée pour la ville de Roquebrune-Cap-Martin. Et tout simplement, pour imaginer au plus simple, c'est exactement comme le calisson, mais à la place du melon, c'est de la mandarine avec de la pâte d'amande. Et donc on appelle ça l'amandrine, et qui est créée pour la ville de Roquebrune-Cap-Martin. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de faire un blason. Qu'est-ce que tu dessines en fait, c'est quoi? Un serpent. Un serpent? Pourquoi le serpent tu aimes bien? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le serpent? Ses crocs et son venin. L'idée, c'était de revenir au Moyen-Âge et de parler des blasons, d'expliquer pourquoi on a fait des blasons à l'époque de la seigneurie, des combats de chevaliers. Et donc, ils créent leur propre blason en fonction de leur personnalité. On transforme une partie de notre production en ail noir qu'on vous fait goûter aujourd'hui. Alors en fait c'est une cuisson basse température. L'ail blanc on va le faire cuire à basse température pendant 30 jours. Et du coup le sucre naturel va venir se caraméliser, c'est ce qui donne la couleur noire. Et puis les arômes vont se travailler à la manière d'un vin. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici? Alors c'est fabuleux d'être à la rencontre des Monégasques. Et puis nous on travaille beaucoup avec des grands chefs restaurateurs. Ça fait partie de l'histoire aussi de Monaco. Parce que le prince a des origines aussi de Matignon et c'est pour ça que la confiserie au caramel beurre-salé, ça lui parle aussi, puis tout le reste. Hein, les craquelins aussi, c'est très breton aussi. Nous venons pour la première fois à Monaco, voir le palais, on tombe sur une manifestation qui nous étonne. Et ce qu'on fait, c'est déguster les spécialités de différentes régions, si j'ai bien compris, qui sont délicieuses. Et voilà, on passe un excellent moment imprévu. Au lieu d'aller au restaurant, on déguste ici, à l'ombre, dans une bonne ambiance, avec un peu de musique. Que demander de plus? Une deuxième édition des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco qui a eu du succès. Les esprits sont désormais tournés déjà vers la 3e édition et les nouveaux fiefs invités. On va avoir la Manche, la région de la Manche, le territoire de Belfort, très vraisemblablement. Et nous pensons à Peille et puis à Cagnes-sur-Mer pour l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, un des points forts de cette 2e édition, et nous finirons là-dessus, le spectacle de son et lumière sur la façade du Palais Princier, une façon de découvrir ou redécouvrir les liens qui unissent la famille Grimaldi aux territoires invités. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Demain mercredi, la journée sera principalement ensoleillée. Ce sera d'ailleurs la tendance générale jusqu'au début de semaine prochaine. Jeudi, les fortes chaleurs se feront ressentir et le thermomètre pourra grimper jusqu'à 32 degrés. Vendredi, la période de beau temps sec se prolongera et les températures oscilleront entre 25 et 31 degrés. Samedi et dimanche prochain, le week-end se déroulera sous les meilleurs auspices avec toujours beaucoup de soleil au programme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.